Et c'est parti, je lance l'enregistrement, la porte est ouverte, le chat peut sortir. Et je vous dis bienvenue pour ceux et celles qui arrivent, je vois que c'est en train de monter, pour ce sommet de la science des émotions. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence du cœur et c'est avec grand plaisir que je vais inviter le docteur Jean-Pierre Houp à venir. Alors, il faut juste que je puisse ouvrir les salles. Attendez, bougez pas, parce que j'ai bloqué l'activation. Normalement, on peut démarrer la vidéo et vous pouvez aussi démarrer le son. Je cherche juste si il est là. Donnez-moi une petite seconde. Vous savez comment c'est un direct. Et dites-nous, pour ceux et celles qui sont là euh, aujourd'hui et qui n'étaient pas là hier, d'où est-ce que vous venez? Alors, je vais donner le son à Jean-Pierre Houp et normalement, vous pouvez activer votre caméra. Dites-moi, Jean-Pierre, si ça marche. Alors moi, je vous vois très bien, Corinne. Je ne suis pas encore en caméra, je pense que c'est vous qui allez l'ouvrir, Bougez mais, pas, je vais cliquer sur le bouton. mais Alors, je peux l'ouvrir moi-même. allez-y, parce que je vous laisse venir. Allez-y, un, 2, 3. Yes, ça Voilà, marche. je viens, voilà, comme ça, c'est parfait. Super. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à vous Alors, tous. Jean-Pierre, laissez-moi juste recliquer parce qu'il faut que je bloque les vidéos. Parce que sinon, pendant qu'on échange, on va avoir des gens qui vont se connecter et la vidéo va s'allumer. Et j'ai trouvé comment on fait pour que ça ne se produise pas. Ouais, non, mais là, je vous laisse faire, hein, parce que moi, parfois, dans la Zoom, je suis un peu perdu. Donc, bienvenue Jean-Pierre Houp. Tellement un plaisir de vous avoir pour ce sommet. Alors, il faut absolument que je raconte la petite histoire. Je vais prendre trop de secondes pour raconter l'histoire. J'ai rencontré Jean-Pierre Houp il y a longtemps, ça doit faire 5 ans maintenant à peu près, sur une intervention avec Cyril Tarquinio. Et j'étais sur place et bah, ce jour-là, Jean-Pierre Houp a parlé à mon cœur. Et depuis, eh bien, après le sommet de la science des émotions est né, et je pensais à lui, et puis je vous avais perdu. Donc, je n'avais pas vos coordonnées, etc. Et 5 ans après, j'ai réussi à retrouver ses coordonnées. Et voilà, Jean-Pierre Houp qui est ici pour nous parler d'intelligence du cœur. Donc, un grand merci. Merci, merci de m'avoir invité. Un grand merci. Je vais vous présenter et puis après, on va lancer directement, on va avancer sur le sujet. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Vous pouvez, dans le chat, communiquer avec nous, échanger, poser vos questions. Et puis, on va continuer dans l'échange. On a entre 1 heure et 1 heure et demie. Je devrais garder le temps. Euh, et puis, on va donner le meilleur pour ce temps-là avec vous. Jean-Pierre, vous êtes spécialiste en cardiologie. J'ai mes petites notes, hein, et en affection cardiovasculaire. Vous êtes conférencier, vous êtes auteur, vous êtes formateur et vous avez alors un parcours hospitalo-universitaire. Vous avez été formé, vous êtes formé à la psychologie de la santé. Dans votre cursus, vous avez aussi la sophrologie. Vous avez étudié aussi le développement personnel par le clown. Ça, je ne savais pas. Et puis, vous avez aussi créé, alors peut-être que vous en toucherez un mot, la psychocardiologie. Vous avez écrit des livres et vous travaillez beaucoup sur le sujet de la prévention du stress, promotion du bien-être. Et puis, nous, on va parler aujourd'hui de l'intelligence du cœur. Et j'ai envie de vous demander, ben, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit l'intelligence du cœur? Voilà, c'est une question ouverte et je vous laisse rebondir dessus. Pourquoi on parle d'intelligence du cœur? Et qu'est-ce Alors que ça fait? déjà, il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est que le chat s'est assis sur le fauteuil, et je ne sais pas si ça va être si ça va être un spectateur ou un professeur. Mais je trouve que c'est très sympathique de le voir assis là et très attentif. Alors, pour répondre à la question, j'allais dire, on va voir ça pendant cette conférence, cet échange, mais j'aurais tendance à dire que je ne répondrai pas à la question. Je relisais hier une très belle phrase de Maurice Blanchot qui disait, la réponse est le malheur de la question. C'est-à-dire que je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de se poser des questions que d'y répondre. Et souvent, parfois, pour expliquer ça, je prends l'histoire d'Édipe, que vous connaissez tous. Et Édipe, on lui a posé la question, qui marche
à quatre pattes, à deux pattes, à trois pattes, hein. Et je dis souvent que le grand malheur d'Édipe, c'est pas d'avoir tué son père et d'avoir couché avec sa mère, c'est d'avoir répondu à la question. Vous connaissez la réponse. Édipe a dit c'est l'homme. Quand il est petit, il marche à quatre pattes. Quand il est adulte, il marche à deux pattes. Quand il est vieillard, il marche à trois pattes. Et depuis, aucune autre réponse ne peut être donnée. Et donc, c'est ça le malheur de la question, c'est si on donne des réponses. Voilà, moi, je préfère qu'on se pose tous ensemble des questions. Et sur dont on va parler, il y a beaucoup de sujets où j'ai pas de réponse, mais ça me questionne. Vous allez voir qu'il y a des choses qui m'interrogent vraiment en tant que cardiologue sur l'intelligence du cœur, parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence du deuxième cerveau au niveau de notre tube digestif, mais moi, je suis persuadé que au-dessus de tout ça, il y a notre cœur. Voilà, j'ai en partie déjà répondu. Et quand on dit le cœur sait, Oui, ça a le été, cœur. ça voudrait dire Le- qu'il sait avant tout le reste. Oui, oui, on pourra en parler. Il sait avant tout le reste. Il sait avant tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir quand on parle de notre cœur? Parce qu'on va forcément parler un petit peu du lien entre cœur et émotion. Enfin, on va élargir le sujet et dans les commentaires, vous êtes à peu près 86 en ligne. Donc, vous pouvez vous lâcher et puis nous poser vos questions. Euh, Quel est le lien en fait entre le cœur et les émotions? Alors, c'est un lien qui est. Alors, déjà, dans le langage populaire, on a un tas d'expressions hein, qui signifient ça, et que beaucoup de médecins, beaucoup de cardiologues vont prendre comme des métaphores, comme voilà, un langage imagé. Mais en fait, moi, je suis persuadé, et je pense que c'est une vérité, que le langage populaire porte une vérité qui est extrêmement intéressant. Et je vais me permettre d'être vulgaire, mais souvent quand je fais des conférences sur les émotions, pose la question, on va prendre une expression très vulgaire, hein, qui est de dire, mais que j'emploie, moi ça m'arrive, quand quelqu'un dit ça me fait chier, les gens disent ça me contrarie, ça m'embête, ça m'ennuie, ça me met en colère. Non, ça perturbe mon tube digestif. Et je dis en plaisantant, quand j'emploie cette expression, ça veut dire que j'ai augmenté ma consommation de papier hygiénique. C'est ça que ça veut dire. Et donc vraiment, c'est se rattacher au corps et le langage corporel est extrêmement riche. Et en cardiologie, on a des expressions. On a par exemple l'expression avoir le cœur brisé. Avoir le cœur brisé, c'est une vraie maladie qui s'appelle le Takotsubo, qui est le syndrome du cœur brisé, qui a été décrit par les Japonais entre les années 1990 et 2000. Donc vous voyez que c'est récent. C'est classiquement, ça atteint surtout des femmes extrêmement stressées, mais ça peut atteindre également des hommes, mais plutôt des femmes. Et on sait à l'heure actuelle, c'est un infarctus sans infarctus, avec un pronostic qui n'est pas si bon que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a d'autres expressions, par exemple avoir le cœur gros. Avoir le cœur gros, ben, c'est être triste. Et c'est on sait très bien que être en dépression, surtout si c'est une dépression sévère, prolongée, on risque d'avoir une insuffisance cardiaque. Donc, ce qui est tout à fait étonnant, c'est de se dire, voilà, je suis triste, je suis déprimé, je vais sécréter un tas de substances qui vont être néfastes pour mon corps, et en particulier des substances inflammatoires, ce qu'on appelle il va y avoir une manifestation d'apoptose, de destruction de cellules cardiaques, et il y a un risque plus important d'insuffisance cardiaque. On a d'autres exemples, avoir le cœur serré. Eh bien, avoir le cœur serré, c'est une émotion importante. Et on décrit un tableau qui a été décrit il y a déjà une cinquantaine d'années, qu'on appelle l'angor de Prince-Metal, qui est une forme de douleur, d'angine de poitrine très particulière, liée à avoir ce cœur serré. J'ai en souvenir comme ça une femme que j'ai vue, que j'ai coronarographiée, et qui avait des artères filiformes, vraiment des coronaires toutes petites, un peu comme ce qu'on appelle en arbre mort, vraiment toutes minuscules, mais sur tout leur trajet, ce qui était tout à fait surprenant. Et je me souviens avoir discuté de ce film, de cette coronarographie avec mes collègues nancéens, et on comprenait pas. Et cette femme est revenue me voir en consultation en me disant, vous savez pas, mais moi, je sais pourquoi, parce que je suis en période de divorce. Et en fait, je suis extrêmement stressé et j'ai eu l'occasion de la recoronarographier 6 mois plus tard et elle avait des artères normales, son divorce était résolu. Donc, vous voyez, les émotions, mais il y en a plein d'autres hein, d'émotions, vont réagir sur le cœur. C'est vraiment quelque chose qui est, on sait à l'heure actuelle, c'est la sagesse populaire
nous dit des choses qui sont médicalement parfaitement justes. Elle le dit, mais enfin, dans, dans la vie de tous les jours, on pense quasiment jamais à notre cœur et aux effets enfin, à ce qu'il peut subir par rapport à ce qu'on vit. On a parlé du voyage du héros juste avant vous. Donc, dans le voyage du héros, on parle des Mhm. étapes qu'on vit. Oui, En fait, on ne se préoccupe jamais, enfin, quasiment pas de son cœur en général. Il est là, mais enfin, on en avait parlé. La majorité des gens ne prennent pas la pleine conscience. conscience qu'il est là et surtout qu'on peut le blesser. Donc, Oui, c'est l'organe principal qui nous maintient en vie. oui. Alors c'est intéressant hein, de revoir ça, c'est-à-dire que moi je me souviens très bien quand j'étais étudiant en première année de médecine, on avait des cours qui étaient difficiles. J'étais étudiant à Lille, on avait un professeur d'embryologie qui s'appelait Leonetti, c'était un Corse qui avait travaillé également comme pied noir, qui était pied noir en Algérie, qui était un type absolument incroyable, enfin, un vrai personnage. Et voilà, très plein d'humour et qui nous enseignait l'embryologie. L'embryologie, c'est très dur à apprendre. Et j'avoue que bon, c'était pas la matière que je préférais. Et puis j'ai revisité tout ça plus tard. Et il faut bien comprendre comment un être humain s'est fait. Un être humain, c'est une merveille, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il va y avoir rencontre d'un ovule, d'un spermatozoïde, une seule cellule qui va être capable, qui va se multiplier très très vite et qui va être capable de nous faire en entier. Imaginez l'intelligence qu'il faut à cette cellule unique pour vous fabriquer des pieds à la tête. Et elle va fabriquer en particulier le cœur. Et il faut savoir que le cœur est un organe qui va être fonctionnel très très tôt. C'est-à-dire que en fait, bien avant le cerveau. Et donc, on sait à l'heure actuelle que les premières cellules cardiaques, alors que ce n'est pas une pompe, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vaisseau, mais il va y avoir une espèce de bouillie cellulaire qui d'ailleurs est très proche du cerveau, parce qu'il va y avoir des mouvements au niveau des groupes cellulaires. Et moi, j'aime bien cette notion que ce qu'on appelle le bourgeon cardiaque va être situé en fait au-dessus de ce qui sera le bourgeon cérébral, tout au début, hein, dans les premiers jours. Et les premières cellules cardiaques vont commencer à avoir une pulsation. Alors, on disait 21 jours, on sait que les toutes premières, c'est un peu comme un moteur qui chercherait à démarrer, c'est 14 à 15 jours. Donc, la maman ne sait même pas qu'elle est enceinte, elle a pas de retard de règle. Et donc, c'est fabuleux. Donc, on est à 14, 15 jours, puis après, à 20, 21 jours, 22 jours, on sait que le cœur va battre. Encore une fois, ce n'est pas une pompe, ce sont simplement des cellules qui ont une pulsation. Et s'il n'y a pas ce battement cardiaque, le petit fœtus ne peut pas se développer. Il ne peut pas se développer. Donc, ça va être un œuf mort. Donc, ça veut dire que moi, j'adore cette phrase de Clarissa Pinkola Estés, qui est dans la femme qui court avec les loups, qui dit le cœur est le tambour du monde. C'est-à-dire, je suis persuadé, et je ne suis pas le seul, hein, c'est que ce battement cardiaque est indispensable au développement de l'être humain. Donc, c'est un petit peu comme si c'était un régulateur. Il y en a qui disent que c'est un informateur quantique. C'est un tambour chamanique qui va taper, qui va nous constituer complètement, qui sera complètement fonctionnel à la naissance. Et c'est vrai que on est dans un monde où on ne fait pas attention, on fait pas attention à notre cœur, mais on ne fait pas attention à notre corps non plus. On est dans un monde totalement désincarné. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut parler. On est dans un monde désincarné, on est très cérébral. Quand je dis on, j'aime pas le on devrait dire je. C'est préférable. Voilà, nous sommes tous, en règle générale, désincarnés. Et il faut retrouver cette incarnation et le cœur le permet. Quand même puissant de savoir que c'est le cœur qui existe enfin, qui existe en premier, quoi. Tout à fait. Euh, Bien, bien avant le cerveau. Bien avant le cerveau. Alors, on a déjà des questions qui arrivent. Je surfe sur la vague, hein, Jean-Pierre. Oui. Constance qui nous demande, est-ce que l'arythmie, hop, il y a ça y est. Est-ce que l'arythmie cardiaque peut être aussi déclenchée liée aux émotions de l'enfance? Bon, c'est une question très Euh, spécifique.
Non, c'est une question à double issue, ça, à double niveau. Alors, l'arythmie cardiaque, ça veut dire, il y a plusieurs choses, hein. Un cœur, ça bat régulièrement. Je pense qu'on en parlera si on évoque la cohérence cardiaque. Ça bat plus ou moins régulièrement. Une arythmie, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des extrasystoles, c'est-à-dire un battement supplémentaire. C'est comme s'il y avait dans l'orchestre un musicien qui rajoute une note. Ça peut être au niveau des oreillettes, partie haute du cœur, au niveau des ventricules, partie basse du cœur. J'insiste pas, ça c'est de la cardiologie. Et puis il peut y avoir de l'arythmie vraiment, c'est-à-dire que là, le cœur a mis le chef d'orchestre à la porte, momentanément ou définitivement, et voilà, c'est une image, hein, c'est une métaphore. On va suivre plus ou moins la partition, mais le cœur est complètement irrégulier, les oreillettes battent un petit peu n'importe comment, le cœur va avoir une fréquence cardiaque irrégulière. Alors, dans les effets émotionnels, stress, anxiété, dépression et toutes les autres émotions, ce qui va être le plus impacté, c'est l'insuffisance coronaire, c'est l'infarctus. Mais effectivement, il y a d'autres impacts et bon, il y en a plein, hein, mais on connaît l'impact sur le déclenchement de troubles du rythme, qu'on peut nommer arythmie, auriculaire ou ventriculaire. Ventriculaire, on sait par exemple un tremblement de terre, une émotion extrêmement intense peut déclencher un trouble du rythme cardiaque sévère, voire une mort subite. Et on peut avoir au niveau des oreillettes une arythmie qui va être déclenchée par un élément stressant. La deuxième partie, alors ça a surtout été marqué dans le stress au travail. Il y a pas mal de publications, en particulier des publications nordiques. Les Suédois, les Norvégiens ont beaucoup travaillé là-dessus. Euh, la deuxième question, c'est l'enfance. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus à l'heure actuelle. Euh, voilà, on s'était pas branché, Cyril Tarquinio et moi, mais voilà, on parle beaucoup ensemble, mais voilà, au départ, on s'est pas branché, mais on a eu la même idée en même temps. Lui, avec son livre, Les maladies peut-être pas, tombent peut-être pas du ciel. Et puis, voilà, moi, tout ce que je travaille en cardiologie. Euh, Ce que dit Cyril est juste, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans l'enfance, en particulier les violences sexuelles, font le lit de la maladie chronique. Font le lit de la maladie chronique, tous les aspects, maladie chronique psychologique ou physiologique. Et le cœur n'y fait pas exception. Donc ça a bien été, je ne vais pas insister là-dessus, ça a bien été mis en évidence. Donc on sait à l'heure actuelle que les troubles du rythme cardiaque peuvent être favorisés par ce qui s'est passé dans l'enfance et en particulier tout ce qui est violence, violence physique, violence verbale, violence sexuelle. Je vous les rappelle tout de même, les statistiques qui sont absolument effrayantes, il faut savoir ça. C'est en France et en Europe et dans le monde entier, aux États-Unis, dans tous les pays dits développés, c'est un petit enfant sur trois est victime de violences verbales, un sur quatre de violences physiques, entre 1 sur 5 et 1 sur 8 selon qu'on s'adresse à un garçon ou à une fille, et les filles étant plus agressées en ce qui concerne la violence sexuelle. C'est le grand déni de nos sociétés. Quand on aura résolu cessé cette violence infantile, on aura en grande partie résolu le problème de la maladie chronique. Donc Ça pour fait froid dans le dos. la réponse est oui, oui. Ça vient vraiment faire écho à ce qu'on disait hier avec Cyril Tarquinio. Je vais rebondir sur une question de Christelle qui demande, elle dit, j'ai lu qu'il y a des neurones dans le cœur. Est-ce que notre cœur est notre troisième cerveau? Alors oui, ça c'est tous les travaux qui ont été liés aux États-Unis avec l'Institut Herzmatt, où on parle beaucoup du troisième cerveau au niveau du cœur, en disant qu'il y a un cerveau intelligent, j'allais dire. Et donc, je vais employer une expression, c'est un petit peu la tarte à la crème. Parce qu'on dit ça, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Bien sûr qu'il y a des neurones au niveau du cœur, mais c'est pas des neurones au sens intelligence cognitive, hein. C'est un petit peu comme le tube digestif, hein. Moi, je dis souvent, si en 1985, j'avais dit à mon patron en cardiologie à Nancy, le tube digestif est intelligent, je pense que là, je finissais ma carrière immédiatement.
Voilà, mais on le sait maintenant, et on le sait parce que il va y avoir une innervation qui va être essentiellement l'innervation du nerf vague. Mais effectivement, il y a une intelligence cardiaque, on va en parler, je pense, progressivement. Il y a des neurones, euh, et c'est surtout tout ce qui va être innervation avec le système vague, le nerf vague. On pourra en parler, ça, si vous voulez. Ok. J'aimerais juste rebondir. J'ai utilisé le mot psychocardiologie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la psychocardiologie? Alors ça, c'est quelque chose, je veux dire, mon parcours, il est lié au fait que à un moment, moi j'ai une formation, j'allais dire cardiologique classique, comme vous l'avez dit, Corinne, voilà, avec aussi bien un parcours technique qu'un parcours en prévention. Et puis à un moment de ma vie, parce que voilà, je suis arrivé j'avais 45 ans, mes parents sont décédés tous les deux à 2 ans d'écart. Ça a été une période très difficile de ma vie. Et donc je suis parti sur un chemin psychanalytique pendant une petite dizaine d'années, psychanalyse jungienne qui m'a complètement ouvert un peu l'esprit. J'ai eu de la chance de travailler avec une femme absolument extraordinaire, spécialiste de la Bible, qui m'a, je vais dire, débloqué. Euh, et en même temps, déjà depuis que je suis tout petit, voilà, je savais très bien que je serais médecin. Je pouvais pas faire autre chose. C'était pas possible. Ça, c'est mon parcours personnel. Et le, le, je sentais bien qu'il manquait quelque chose. Et donc, j'ai toujours eu inconsciemment, hein, c'était pas du tout quelque chose qui était verbalisé. J'ai toujours eu un contact très proche avec les patients. Et puis, le hasard a fait que je me suis intéressé de plus en plus à tout ce qui était psychologie, par la psychanalyse, par le clown, par un certain nombre, la sophrologie. Et donc, euh, ça fait presque 30 ans, je me suis dit, à un moment, un jour, on m'a demandé, alors que je faisais ma formation de sophrologie, on m'a demandé la relation cœur et stress. Et donc, j'ai commencé à bosser. J'ai travaillé là-dessus. Et je me suis dit, voilà, et j'ai commencé à explorer ça. Donc, la psychocardiologie, c'est un peu copié sur la psycho-oncologie. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, aucun centre de cancérologie ne peut travailler sans un département de psycho-oncologie. La cardiologie, eh bien, il y a quasiment autant de morts liées à la cardiologie, mais il n'y a pas de branche psychologique, ce qui est tout à fait étonnant. Je cite souvent cet exemple. En 2015, recommandation européenne pour la prise en charge du cancer du sein, une page complète dans cette référence sur la prise en charge psychologique. La même année, même mois, prise en charge de l'infarctus, pas un mot de psychologie, alors que ça entraîne tout de même 30% de stress post-traumatique. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et à l'aube des années 2000, et puis poussé par Cyril, que j'avais rencontré au début des années 2000, il m'a dit, il faut que tu écrives, voilà, faut que tu fasses quelque chose. Et donc, la psychocardiologie, c'est tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle en amont et en aval de la maladie cardiaque. Comment la psychologie, alors c'est psychosocial, hein, aussi bien la psychologie que le social va agir sur le déclenchement de la maladie cardiaque et comment cette maladie cardiaque va avoir un retentissement psychologique. Parce que la maladie ne peut être interprétée que d'un point de vue biopsychosocial. Ça, c'est vraiment, on l'a bien vu avec la crise Covid. Aussi bien les causes que les conséquences du Covid ont été liées à des causes biologiques, psychologiques, sociales. D'accord, ça vient pas Alors, tout seul. Et alors, je oui, croyais avoir inventé le mot, je croyais avoir inventé le mot, et puis je me suis rendu compte quelques années plus tard que non, ça avait déjà été employé par un Américain, mais bien longtemps auparavant. Et ça commence, alors, ça a mis du temps, hein. Je vous raconte ma vie, là, j'étais cette semaine, enfin la semaine qui vient de s'écouler au congrès, au plus grand congrès de cardiologie en France, qu'on appelle les Journées européennes de cardiologie. Et on a eu une session qui a été organisée sur psychotrauma et cardiologie. Et je disais, si on m'avait dit il y a 25 ans qu'un jour, je parlerais dans une session psychotrauma et cardiologie, j'aurais signé tout de suite, mais je n'y aurais pas cru. Et voilà, ça se fait. Donc j'ai l'impression d'avoir arrosé un arbre
ou une petite graine pendant 20 ou 25 ans et ça commence à pousser. Tout Et petit, mais ça heureusement. commence à pousser. Et on va avoir, par exemple, j'ai appris, on m'en a parlé, il va y avoir à Louvain en Belgique le premier congrès européen de psychocardiologie en Wow. 2025 ou 2026. Et vous y serez, hein, j'espère. Bah, s'il m'invite, j'irai parler, oui. Alors, justement, ça amène sur les questions, effectivement. Donc, ben, l'idée, c'est de prendre soin de notre cœur, mais au final, vu le stress dans lequel la société vit, euh, alors, est-ce que ça veut dire que toutes les maladies du cœur, alors bon, vient de ça, vient de notre histoire, du fait, bon, si on enlève juste, et encore même, je pourrais pas dire si on enlève juste le, le fait j'ai pas de chance, ou alors le côté héréditaire, comment on peut faire pour prendre soin de notre cœur et éviter justement de tomber malade et de le rendre malade? Alors, déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que moi, j'expliquais toujours à mes patients, j'ai deux jambes, une jambe hyper scientifique et une jambe qui est ouverte à toute chose. Et donc, il faut surtout pas tomber, ce serait un grand défaut, il y en a qui tombent dedans, de penser que tout est psychologique. Voilà, et d'avoir des explications qui sont. Et pour moi, c'est aussi dangereux que de négliger le psychologique. Et donc, on a des travaux. Alors, c'est très intéressant hein, parce que les cardiologues ignoraient complètement ça. Les toutes premières publications qui nous disent ben, peut-être il y a un rapport entre psychologie, cardiologie, c'est dans les années 1950-1960. Mais c'est vraiment épisodique, quelques toutes petites choses aux États-Unis. Nous, on n'en parle pas, encore qu'il y a eu quelques auteurs, mais qui ont été un peu tus. Euh, et puis, ce qui a vraiment changé les choses, c'est euh, quand on a évoqué le Takotsubo, hein, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le cœur brisé. J'ai noté. Le titre de la publication, c'est Cardiomyopathie de stress. Et donc, les cardiologues se sont dit ça. Et tiens, tiens, bizarre, stress. Bon, ça a été mis aussi un petit peu de côté. 2002-2003, une énorme publication qui s'appelle Interart, où on montre que le stress, qu'on appelle stress psychosocial, stress, anxiété, dépression, c'est le troisième facteur de risque d'infarctus après le tabac et le cholestérol. Donc là, vraiment, il y a des publications. Et donc, on sait maintenant, il n'y a aucun doute. Alors, comment on va prendre ça en charge? Déjà, il faut s'en rendre compte, le dire, ben c'est voilà, c'est ça. Ensuite, il faut essayer de voir un peu comment fonctionne notre cerveau. Et ça, c'est une chose qui, pour moi, est fondamentale, de bien comprendre comment est notre cerveau. Notre cerveau à différents niveaux, que ce soit le cerveau cognitif. Alors, on l'explique maintenant, le cerveau triunique, cerveau cognitif, néocortex, cerveau euh, reptilien en bas et entre les deux, le cerveau émotionnel, c'est un peu battu en brèche. Mais l'explication est tout de même simple, même s'il y a beaucoup de connexions entre ces trois parties du cerveau. Ça permet tout de même de bien comprendre comment ça fonctionne. Ça va être de bien comprendre qu'en fait, l'être humain n'est pas construit pour la santé. Alors c'est très choquant de dire ça pour un médecin, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que la division, la séparation santé, maladie, c'est une construction humaine. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est blanc, c'est noir. C'est une construction humaine. En fait, le vivant ne connaît qu'une chose, la vie ou la mort. Le vivant ne connaît que ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos réactions d'adaptation au stress sont essentiellement des réactions de survie. Nous sommes construits pour la survie. Et la réaction de stress, qui est une réaction extrêmement complexe, c'est une réaction de survie. Alors moi, je donne parfois quelques exemples, et la réaction de stress, il y en a beaucoup, hein. C'est une réaction d'adaptation qui est multiple, qui nous a permis d'être là, voilà, si on est là aujourd'hui, je suis moins gros, ben, presque, moins gros, moins fort qu'un éléphant ou qu'une hyène ou qu'un tigre, et pourtant je suis toujours là. L'être humain, il est toujours là. Petite start-up qui a commencé il y a très très longtemps et qui est toujours là. Et donc, en fait, on va avoir des réactions d'adaptation. Je vais vous en citer deux que j'aime bien citer. Première réaction, si je suis stressé, mon cœur va s'accélérer. Ça, c'est formidable pour échapper à un danger, c'est-à-dire que si vous m'attaquez dans la rue ou pour une raison X ou Y, voilà, il faut que je cours, voilà, mon cœur s'accélère, formidable. Et puis voilà, j'ai réussi à réagir et à échapper au danger ou à fuir ou à combattre.
Voilà, ça c'est formidable. Mais si je suis stressé parce que j'ai des soucis dans mon entreprise ou parce que j'ai des soucis pour des raisons X ou Y, je vais avoir un cœur qui va être rapide, qui sera peu variable en fréquence cardiaque, et là, je suis un candidat à la mort subite. Rien que ça. Donc voilà. Alors ça ne veut pas dire que je suis stressé, je vais mourir, hein. C'est pas du tout ça, c'est pas mathématique, hein. Je suis un candidat. Il y a une autre réaction qui est absolument, que moi, j'aime citer parce qu'elle est absolument phénoménale. Toujours dans la même réaction de stress, je suis attaqué ou il y a un danger extrême, immédiatement, en quelques fractions de secondes, mon sang va devenir plus coagulable. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai 5 à 6 litres de sang qui circulent, c'est liquide. Si je suis stressé, pour une raison valable, hein, un vrai danger, mon sang va devenir plus coagulable, c'est-à-dire que je vais coaguler plus vite, ma plaie va cicatriser plus vite ou moins saigner, ce qui fait que je peux poursuivre la fuite ou le combat. Je ne vais pas me vider de mon sang. Réaction qui nous vient de la nuit des temps, qui est une merveille de merveille. Mais encore une fois, si je suis stressé par mon entreprise ou pour toute autre raison, eh bien peut-être que je vais hypercoaguler dans une artère saine, faire un infarctus sur une artère saine ou boucher une carotide qui était saine quelques instants avant. Donc voilà. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est déjà comprendre comment ça fonctionne, se dire ah ben oui, je suis construit comme ça. Et puis après, on va faire en sorte que on ne va pas déclencher. Ça veut dire c'est pas ne pas ressentir ses émotions, mais se dire je ne vais pas déclencher quelque chose. Je suis en retard à ma réunion. Imaginez, je n'arrive pas à me brancher sur le site internet pour cette rencontre. Je ne suis pas en danger de mort. Or, mon organisme va réagir comme si j'étais en danger de mort. Il va réagir comme une réaction de survie. Donc, je ne suis pas. Donc, ça, c'est déjà, premièrement, c'est du cognitif. Et puis, il va y avoir des méthodes pour améliorer tout ça. Donc, il y a des méthodes qui sont basiques et moi, que j'ai toujours essayé j'allais dire de faire pratiquer aux patients. Toutes les méthodes de relaxation, toutes les méthodes de relaxation, la sophrologie en fait partie, avec comme principal objectif, premièrement, de récupérer son corps, d'être à nouveau incarné. Je suis là, assis, je sens mes émotions, voilà, je vis mes émotions. Et puis on va pouvoir faire. Alors, Cyril dit toujours, hein, Cyril Tarquinio dit toujours, il y a environ 400 à 450 méthodes. On ne peut pas tout faire. Moi, je privilégie deux choses qui sont la méditation, hein, qui est vraiment, voilà, on va pouvoir se poser, et la cohérence cardiaque. C'est des outils de prévention. Si déjà vous pratiquez une méthode de relaxation, la cohérence cardiaque, une méthode de méditation, vous avez déjà quelque chose en prévention qui va être extrêmement utile. Après, s'il y a un traumatisme psychologique, on va être dans des méthodes thérapeutiques qui vont être différentes, qui vont être l'hypnothérapie, les thérapies cognitivo-comportementales, le MDR, tout ça, c'est autre chose. Mais déjà en prévention, avec une chose que j'ai omis, mais qui est fondamentale et qui est pour moi la pierre angulaire de la prévention en santé psychique et physique, c'est l'activité physique. On ne peut pas avoir de santé mentale ou physique sans activité physique. C'est pas possible. L'être humain a deux caractéristiques. C'est un être de rencontre. Nous sommes construits par la rencontre de nos parents, mais la rencontre qu'ils nous ont fait. Rencontre, on pourra développer ça si vous souhaitez. Rencontre. Et deuxièmement, mouvement. L'être humain est génétiquement programmé, écoutez bien, pour marcher et courir 50 km par jour. C'est ça notre On programme on génétique. on en est On, loin. on est loin, mais c'est pas si loin que ça. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans l'Est à l'heure actuelle, je suis pas loin de Manosque. Manosque, Sisteron, tout ça, c'est pas loin. Napoléon, la route Napoléon passe à côté. Quand Napoléon est remonté de l'île d'Elbe, en passant par le golfe Juan, Paris via Grenoble, ils ont marché 80 km tous les jours. C'était il y a 200 ans. Donc voilà, on pourrait très bien le faire, mais on n'est plus dans un monde comme ça. J'ai mis dans le chat, j'aime bien mettre des phrases qui y accrochent comme ça dans le chat. Qui marche 50 km par jour? Vous pouvez nous mettre ça dans le chat. Je ne suis pas sûre que les 10 000 pas par jour ne suffisent pas. Alors non, Constance. Mais si on mange Alors, des œufs le matin, ça devrait aller. alors 10 000 pas, c'est une légende, hein. Je vous signale à toutes fins utiles pour ceux que ça intéresse. 10 000 pas, c'était la marque
du podomètre qui était vendu aux Jeux Olympiques de Tokyo il y a quelques années. Donc en fait, 10 000 pas n'est pas nécessaire. Le sport n'est pas nécessaire, c'est l'activité physique de marche en particulier. Et donc 8 000 pas, c'est suffisant. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que on peut être sportif et sédentaire. C'est deux choses totalement différentes, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je peux très bien aller courir 10 kilomètres ce soir, je suis sportif, mais peut-être j'aurais passé 8 heures assis à mon bureau derrière mon ordinateur, je suis un sédentaire. Donc, Et, c'est deux choses différentes, hein. Et il et faut, du, allez-y. et du coup, ce qui est très important, c'est d'avoir une activité physique régulière tous les jours, hein, 30 minutes, 45 minutes de marche ou d'autre chose, et puis de vous lever toutes les heures et demie. Voilà. D'accord, hein, c'est ça que c'est pas juste Et j'ai fait mon sport et j'ai réglé ce qu'il ah fallait non, faire. En fait, non, non, hein. c'est deux facteurs de risque différents. Ce serait comme si on parlait cholestérol et tabac. C'est deux facteurs différents. Sédentarité et activité physique. Et D'accord. ça, il y Donc, a peu de gens qui savent ça. l'idéal, ce serait de faire les deux. On Puis pourrait très bien, c'est pas l'idéal, c'est qu'il faut faire les deux. on va le noter là. C'est-à-dire la sédentarité, c'est rester plus de 7 heures assis par jour ou pendant des périodes de plus d'une heure et demie à 2 heures. Et quelle incidence ça a sur le cœur, Jean-Pierre, du coup? La même chose que l'absence d'activité physique. C'est un facteur de risque majeur. On va en parler encore jeudi avec Cyril Tarquinio. Donc, arrêter bouger, ne pas être sédentaire, donc se lever à peu près toutes les heures Oui. et bouger. On pourrait toutes les heures faire une pause de quelques minutes. Enfin, Alors, ce qui est efficace. très intéressant, Corinne, c'est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça très longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, c'est simple, vous êtes en train de travailler. Voilà, je suis en train de travailler, eh bien, coup de téléphone, je me lève et dans mon bureau, je parle avec mon téléphone en marchant. Je mets ma poubelle au bout de mon bureau. Je vais, au lieu d'envoyer un mail à mon collaborateur, je vais dans le bureau de mon collaborateur. Alors, c'est pas se lever simplement, c'est bouger. Et si vous bougez une minute et demie toutes les 2 heures, c'est parfait. Regardez bien pour ceux qui ont des montres connectées, je ne citerai pas de marque. Votre montre connectée vous parle de votre activité, mais elle vous envoie également des messages. Levez-vous. Elle vous dit pas allez courir, elle vous dit levez-vous. Donc Ok, c'est important. je vais rebondir un petit peu, Jean-Pierre. On a des commentaires. Attendez, il y avait des questions et je vais les poser. Pam. Audrey nous dit, qu'en est-il du péricarde? Une dépression liée à une résurgence d'un trauma peut-elle entraîner une péricardite? Alors, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que j'ai la sensation que derrière cette question, il y a une question très personnelle. Euh, Si j'avais cette personne en consultation, je lui dirais, on va traiter la péricardite comme il faut le faire, mais cette péricardite vient certainement vous dire quelque chose. Ça peut être un virus, voilà, ça peut être quelque chose, mais votre corps, c'est ça qu'il faut entendre, c'est que notre corps, il a suffisamment d'intelligence pour nous envoyer des signaux. Et l'exemple caricatural pour moi, c'est la dépression. La dépression, qui est très fréquente en cardiologie, hein. Dépression, voilà, qui peut être due à un événement extérieur ou à un événement cardiovasculaire. Et moi, ça a changé complètement ma pratique à partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai pu dire aux patients en dépression, c'est un côté négatif, la dépression dans notre monde de winner, hein, voilà. Et ben, je le disais aux patients, c'est formidable, votre corps est plus intelligent que votre tête. Votre corps a trouvé la meilleure solution pour que vous arrêtiez. Et Jean-Pierre Kahn, alors je ne sais pas s'il exerce toujours à Nancy, qui est patron de psychiatrie à Nancy, a une belle phrase. Il dit le stressé est un combattant, le déprimé a rendu les armes pour survivre. Et donc, c'est une belle phrase. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il va y avoir une petite zone qui est l'hippocampe au niveau du cerveau émotionnel qui va sauter. Et donc, après, il va falloir remettre de la vie. C'est-à-dire, ça peut être des antidépresseurs, mais surtout l'activité physique qui est le plus puissant antidépresseur. Pour revenir à la question qui est posée,
je dirais effectivement à cette personne, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On n'a pas d'études parce qu'il faudrait vraiment quelque chose de très important. Mais pourquoi pas? Parce que qui dit stress vécu dans l'enfance, vous voyez qu'on parle beaucoup de l'enfance, hein, c'est vraiment quelque chose qui est important, hein. L'autre jour, moi je suis expert APM, hein, donc pour l'association pour la promotion du management, pour le progrès du management, pardon, et je rencontrais un chef d'entreprise qui, à la fin de notre rencontre, disait, en fait, on ne guérit jamais de l'enfance. Bah, c'est vrai, c'est on en guérit, mais on porte toujours ça avec soi. Et on parle beaucoup là d'enfance, et c'est très, très émouvant, je trouve. Bien sûr, il va y avoir stress, il va y avoir émotion, il va y avoir dépression, il va y avoir fabrication de facteurs inflammatoires, parce qu'en fait, encore, on est dans une réaction de survie. Donc, facteur inflammatoire, c'est un petit peu comme si, je vais vous prendre encore une fois des métaphores, moi j'aime bien, c'est un peu comme si j'étais un combattant japonais. La guerre est finie depuis 25 ans, mais moi je suis toujours dans la jungle et je suis persuadé que les Américains vont débarquer. Et je suis toujours avec ma mitraillette en essayant, voilà. Et donc c'est un peu ça l'enfance, c'est-à-dire que il va y avoir quelque chose qui nous a traumatisés et on continue à être toujours là-dedans et on va sécréter des substances qui sont là pour nous défendre et en particulier tout ce qui est inflammation, c'est un processus de défense extraordinaire. Si vous vous coupez, vous allez avoir une réaction chaude, douloureuse, c'est de l'inflammation. Quand j'ai un rhume ou que j'ai la grippe, je vais avoir de la fièvre, c'est une réaction d'inflammation, une réaction de défense. Donc, c'est l'inflammation chronique, on appelle l'inflammation chronique de bas grade. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être une réponse à une biologique, à un phénomène émotionnel. Donc, si j'avais cette personne en consultation, je dirais oui, ce n'est pas impossible. Donc, qu'est-ce que ça vous dit à vous, personnellement? Moi, j'ai pas la solution. Encore une fois, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous voulez débuter une psychothérapie? Est-ce que vous voulez débuter un travail personnel? Voilà, c'est se dire ça. Qu'est-ce que ça vient me dire à moi, moi personnellement, hein? Et c'est pour ça que j'aime pas trop, vous savez, il y a des livres qui sont sortis là-dessus sur j'ai mal au genou, ouais, ça veut dire que votre grand-père, il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Voilà, les réponses toutes faites. Alors, ça peut être vrai, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure, l'expression vulgaire, voilà, qui nous contrarie, on a quelque chose au ventre, c'est vrai, on est ennuyé, on ne dit pas ça me gratte la tête ou ça me brûle les yeux, hein, voilà. Mais pas donner des réponses toutes faites, chacun a sa propre réponse. Alors, j'ai Nathalie qui dit, Jean-Pierre, lutter contre les violences faites aux enfants devrait être une priorité. Soigner les parents, les aider. Pourquoi cela n'est pas le cas aujourd'hui quand des études et la recherche montrent ses conséquences sur les maladies chroniques? Ça pourrait être l'objet d'un débat Un vrai débat, à lui tout seul. un vrai débat, je pense que c'est une question passionnante, c'est une question brûlante, c'est une question sociétale, c'est une question anthropologique. Une question anthropologique. Pourquoi l'homme est-il violent envers ses petits? Voilà, je vais voilà, moi je suis pas loin d'Avignon. Vous avez vu le procès de Mazan, le procès Pellico. C'est une horreur, hein, c'est une horreur. Mais si vous regardez, vous grattez, vous vous rendez compte que tous ces agresseurs ont tous été agressés dans l'enfance. Tous, sans exception. Donc c'est ça qui devrait nous poser question. Et il y en a qui l'ont dit, hein, il y en a qui l'ont dit. Mais c'est vraiment se dire ça. Et il y a des choses qui ont été faites, hein, par exemple le projet de Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours, mais qui a été un peu enterré. Je veux dire, il y a des choses, je ne vais pas faire de politique, mais j'en fais tout de même un peu en disant, on avait proposé un congé parental plus important pour les pères, voilà. Et puis on a dit, bah non, on va compenser ça par un peu plus de finances, comme si c'était l'argent qui allait compenser la présence. Donc voilà, mais ça remet tout ça en cause en sachant qu'il y a tout de même des choses qui sont en train de bouger. Ça bouge un petit peu. C'est voilà, c'est comme moi arrosant mon arbre pendant 25 ans pour voir un petit peu une petite plante psychocardiologique pousser. Ça va prendre du temps, mais on est dans une période de changement et ça va changer. Ça va Mm. changer. Eh ben, On a vu le mouvement MeToo. Vous avez vu ce que ça donne. Je pense, alors moi je dis souvent le mouvement MeToo, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et ça, c'est quelque chose que je me permets de dire aux femmes.
Lutter, moi j'ai deux garçons, deux filles, voilà, voilà, je sais très bien comment ça se passe. Lutter contre cette violence sexiste. Moi, je suis un baby boomer, je suis un vieux macho, je le dis parfois. Donc, lutter contre ça. Mais n'oubliez pas que ça, ce n'est que la violence vis-à-vis des femmes est en grande partie la résurgence de la violence vis-à-vis des enfants. Les femmes qui sont agressées, adultes, ont souvent été agressées enfants. Ça, c'est un message que j'aimerais bien faire passer. Sans du tout dire que MeToo, c'est pas bien, hein, c'est fondamental. Mais vraiment, les enfants, les enfants, les enfants. On le sait, même au niveau comportemental, c'est pas le sujet, mais il y a des manières de se comporter qui sont Hmm. différentes quand elles ont vécu ça, effectivement, oui. Euh, il y avait une autre question que j'avais vue qui était, attendez, je redéroule euh, ah, je la reprendrai tout à l'heure. Euh, D'où vient ce que l'on appelle, voilà, j'aimerais revenir sur d'où vient ce que l'on appelle le souffle-cœur et comment le réparer, si c'est possible, bien sûr, ou comment composer avec dans le milieu du sport. C'est des questions qui sont très cardiologiques. On va tout de même Oui, parler un petit peu d'intelligence hein, cardiaque après. Pour vous montrer comment le cœur est intelligent. Un souffle-cœur, c'est un bruit qu'on entend à l'auscultation. Alors ça peut être rien du tout. C'est-à-dire, ça peut être un petit peu comme lui, le bruit du vent sous une porte. C'est rien. C'est pas pour ça que la porte fonctionne pas. Un souffle, c'est un bruit qui peut être dû soit à une valve c'est un bruit de valve. Hein, à l'intérieur du cœur, il y a des clapets qui s'ouvrent et qui se ferment, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Soit la porte ne s'ouvre pas bien et ça fait du bruit, soit la porte se ferme mal et ça fait du bruit. Voilà, on ne peut pas insister là-dessus parce que ça nous mènerait vraiment, je pense, trop dans une question cardiologique pure. Et je pense que là, de mon côté, je pense qu'on va dévier un petit peu de l'intelligence cardiaque. mm. Moi j'aimerais bien justement qu'on aille un peu plus sur le Oui, côté de l'intelligence du cœur. Et puis, si vous êtes d'accord sur quand on dit le cœur c'est, moi oui. c'est toujours quelque chose qui m'a travaillé de me dire ok alors si enfin, le cœur c'est quoi? Alors, Le on va cœur c'est revenir, quoi? voilà, je vais me permettre de bien comprendre ça. Le cœur, premier battement cardiaque, 21-22 jours de vie intra-utérine. Notre cœur, la fréquence cardiaque va être capable de s'adapter à l'effort ou au repos. Je n'ai pas la même fréquence quand je cours ou que je fais du vélo ou quand je dors. D'accord. Ça, c'est selon l'activité. Mais même quand je suis mobile en ce moment, ou quand je suis sur mon vélo en train de pédaler, ou quand je suis en train de marcher, mon cœur va avoir des micro-variations. C'est-à-dire, imaginons que je sois assis, je vais prendre un chiffre tout simple, je suis assis, mon cœur bat à 60 coups par minute. Je pourrais me dire, c'est un battement toutes les secondes. Absolument pas. Un cœur ne doit pas être un métronome. Un cœur qui est un métronome est un cœur malade, entre guillemets. Donc, il va y avoir des micro-variations. Donc, ça va être 985, 1022, voilà, des micro-variations. C'est ce que les cardiologues appellent la variabilité sinusale. Cette variabilité sinusale, le fait d'avoir un cœur qui est capable, comme un peu souple comme un roseau, s'accélérer, se ralentir, c'est le meilleur marqueur de santé mentale et de santé physique. Hein. Et il y a des travaux là-dessus qui montrent que sans doute on arrivera à définir le burn-out par la variabilité sinusale. On arrivera peut-être vraiment à définir ça. Il y a plein de travaux là-dessus. Il y a beaucoup d'équipes allemandes qui travaillent là-dessus. Cette variabilité sinusale, en fait, là, on partirait sur la cohérence cardiaque. Cette variabilité sinusale, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, le cœur va être... Alors là, on va partir dans des choses mathématiques, vous allez voir. Le cœur, c'est un cœur qui est un régime chaotique. Alors, chaotique, ne l'entendez surtout pas au sens foutoir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas C'est pas du tout, c'est pas un foutoir. C'est-à-dire que dans l'ordre mathématique, comme l'a montré Henri Poincaré, on a trois ordres. Un ordre mathématique, 1 et 1 font 2. Ça, c'est un ordre. Il y a le désordre qui est le loto. Personne n'a trouvé la formule du loto. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le régime chaotique ou stochastique. C'est-à-dire que Henri Poincaré a démontré qu'à partir du moment où une variable va être influencée par
une variable, c'est la fréquence cardiaque, va être influencée par trois ou plus de trois éléments, on a quelque chose qui nous semble complètement dans le désordre, d'accord? Et il prend comme exemple la boussole qui est attirée par le pôle Nord, je mets un aimant dessus, deuxième élément qui l'attire, troisième, je mets l'élément en pendule et je vais avoir, voilà, j'ai l'impression. Et donc je comprends plus ce qui se passe, mais si je l'analyse avec d'autres méthodes mathématiques, je vais me rendre compte qu'il y a un ordre caché. Il y a un ordre caché. Donc, le désordre apparent est porteur d'informations. Et si je vous fais ça, par exemple, alors voilà, si j'ai un battement qui va être régulier, ce n'est pas porteur d'informations. Mais si je fais ça, ça fait un peu comme du morse et ça va être porteur d'informations. C'est métaphorique, mon exemple. Et donc, dans cette variabilité sinusale, manifestement, le cœur est porteur d'informations. Alors là, on n'est plus dans de la cardiologie pure, hein. Je veux dire, il y a des travaux de recherche là-dessus. Et donc, il est manifeste qu'il y a des choses qui sont descendantes de là vers mon cœur, mais mon cœur donne une information à mon cerveau. Ça remonte. C'est dans les deux sens, exactement comme entre mon cerveau, mon tube digestif, mon cerveau. Et donc, on pourrait dire qu'il y a trois sortes d'intelligence. Ce que vous venez de dire, Corinne, c'est ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire que cette sensation, trois ordres d'intelligence, cette sensation où j'ai une connaissance immédiate de la situation, l'intuition, je comprends exactement. Je me dis, voilà, c'est ça, la solution, c'est ça. Je, je, je vous donne un exemple que j'ai vécu en cardiologie. Je vois un patient, je pourrais vous en citer plusieurs, j'en prends un. Je vois un patient qui vient d'être opéré dans un centre que je connais bien, et normalement, il a dû avoir un bilan cardiaque complet avant de se faire opérer. Et pourquoi, je ne sais pas, ce jour-là, je prends ma sonde d'échographie. Il a été opéré il y a un mois, hein, donc son bilan devrait être parfait. C'est un jeune, il a 45 ans. Je pose ma sonde d'échographie sur son ventre et il a un énorme anévrisme de l'aorte abdominale. On n'aurait jamais dû passer à côté de ça en bilan préopératoire, premièrement. Deuxièmement, à 45 ans, c'est pas normal qu'il ait ça. C'est absolument anormal. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, intuition. Donc, paf, il y a quelque chose qui apparaît. Il peut y avoir également d'autres formes d'intelligence qui sont le fait de, j'allais dire, la transmission de pensée ou la connexion avec quelqu'un, qui soit proche de vous ou même à distance. Et là, on est plutôt dans, alors j'aime pas trop employer ce mot parce qu'il est tellement galvaudé, on est un peu dans cette idée quantique, se dire que quelque chose qui a été uni ne peut plus être séparé. Hein, j'aime bien, moi, cette pensée chrétienne qui est tout ce que Dieu a uni. Nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Voilà, voilà, ça veut dire que deux atomes qui ont été réunis, eh ben, même à distance, vont réagir de façon. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de dyade. Et dans ce cas-là, c'est pas comme s'il y avait communication, mais c'est comme s'il n'était qu'un. Et donc, on a on a des travaux là-dessus, pas beaucoup, hein, mais on a des travaux là-dessus, et c'est sans doute par le cœur. Et puis, il y a aussi des phénomènes euh, qu'on appelle de précognition, c'est-à-dire que il semble bien que notre cœur perçoive des choses avant notre cerveau. Il y a quelques travaux qui ont été faits où voilà, on va avoir la prémonition de quelque chose. Et ça passe certainement par cette variabilité sinusale, ce battement cardiaque qui informe. Donc le cœur, il a une intelligence qui est absolument fabuleuse. Ça c'est vraiment le côté le plus sophistiqué. Après, on pourrait également évoquer tout ce qu'on connaît sur la, la, le cœur, la régulation de la fréquence cardiaque, ce qu'on appelle la théorie polyvagale, voilà, c'est la découverte par le cœur, ça. Mais déjà, ces notions de l'intelligence, voilà, on a une intelligence cognitive, mais on a aussi une intelligence ailleurs, qui est cette intelligence intuitive.
hein, voilà, j'aime bien la phrase de Christiane Singer, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Le visible n'est que de l'invisible hissé au niveau de nos yeux. C'est se dire que le monde qu'on voit n'est qu'une partie du monde. Et donc, on a différentes formes d'intelligence qui peut être l'intuition pure, veut dire la réunion de deux choses, ou la précognition. Et alors, est-ce que, à votre avis, est-ce que si l'intelligence du cœur, si le cœur sait, est-ce que il vaut mieux suivre le cœur? Oui. Alors ça, c'est une vérité. Alors déjà, quand vous hésitez entre votre corps et votre tête, c'est votre corps qui a raison. Un corps ne peut pas mentir. Pour des raisons qui sont valables ou pas valables, hein, mais un corps ne peut pas mentir. Moi, je cite souvent comme exemple ça aux chefs d'entreprise. Je leur dis, voilà, vous faites un entretien d'embauche pour avoir euh, travaillé avec une nouvelle secrétaire, voilà. Et puis, tout est bien, tout est parfait, ça coche parfait, tout est bien. Vous devriez l'employer immédiatement parce que c'est vraiment une personne parfaite. Et puis, vous la prenez pas. En fait, vous dites non. Vous avez l'intuition que c'est pas bien. Donc, vous signez pas de contrat. Alors je dis, quelle est l'explication? Eh ben, il peut y avoir une explication. Par exemple, cette personne a peut-être des intonations de voix qui vous rappellent votre nounou quand vous aviez 8 mois et qui était très méchante avec vous quand vos parents étaient absents. La personne qui venait vous garder était très méchante, vous faisait mal et dans votre corps, vous avez enregistré cette voix. Votre amygdale cérébrale a enregistré ça, votre tympan a enregistré ça. Et donc voilà, un corps qui dit quelque chose, c'est lui qui a raison. Et quand on a voilà, une intuition, écoutez votre petite voix, ça c'est sûr et certain. J'ai une question de Marguerite. Et puis moi, j'aimerais en poser une aussi, notamment sur les champs électromagnétiques du cœur. Avant de passer sur la question de Marguerite, je passe ma question en premier, désolée Marguerite. Qu'est-ce qu'il en est du champ électromagnétique du cœur? Il est beaucoup plus puissant que ça, Alors non? ce qu'on est en train de vivre là, c'est ce que j'appelle ce que Jung appelait un phénomène de synchronicité. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais posé cette question et on est en train de travailler avec un groupe d'amis sur un- la civilisation du cœur pour essayer de faire en sorte que cette intelligence du cœur, qu'on sorte un peu de notre cerveau qui est formidable pour faire des choses, hein, pour écrire du Shostakovich ou créer une entreprise, c'est génial, mais qu'on soit vraiment dans la civilisation du cœur. Et un des arguments, c'est qu'effectivement, le cœur a un champ électromagnétique qui est bien plus puissant que celui du cerveau. Donc, quand vous rentrez dans une pièce et que vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'au contraire, vous rencontrez quelqu'un et vous dites, mais cette personne, je l'ai toujours connue, je veux dire, on dégage quelque chose. Donc, il y a un champ électromagnétique qui n'est, que certains étudient, mais qui est pas, quand je dis ça, là, si on parle de ça, je veux dire, dans le monde cardiologique conventionnel classique, je parais déviant, hein, mais voilà, parce que c'est absolument pas étudié. Mais c'est sûr que le cœur, ça on le sait, hein, le cœur a un champ électromagnétique bien plus puissant. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est encore une question. C'est un petit peu comme la question que je pose. Pourquoi le cœur se met à battre à 20 jours de vie intra-utérine alors qu'on n'en a pas besoin? Il y a bien une réponse à ça. Voilà, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je fais de ce champ magnétique très puissant? Mais Mais pour répondre, ça peut être déstabilisant parce que, alors moi, je sais que rien que le sujet, moi, enfin, dites-moi dans les commentaires comment c'est pour vous et si vous l'avez déjà expérimenté, mais moi, quand ça vient me toucher, ben, le cœur, ça part de là et c'est très, 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 très fort, en fait, dans très tout fort, le très fort. corps. Dans un sens, j'allais dire, j'aime- on peut dire positif ou négatif, c'est-à-dire que ça va être une émotion qui va être extrêmement porteuse, ou au contraire, en se disant, mais là, faut que je me carapate, il faut que je me sauve, parce que là, je suis avec quelqu'un qui va être négatif pour moi. Oui, mais Oui, alors, faut écouter voilà. ça. Et puis, enfin, pour moi, c'est comme ça, mais comment c'est pour vous? Moi, je sens que c'est dedans, mais je sens presque que ça sort, en fait. Parce qu'on sait que, mettons des personnes en résonance, les cœurs peuvent, Bien sûr, faisons du tambour en résonance, et si on écoutait les cœurs, et puis vous avez fait des choses comme ça. bien sûr, Les cœurs se résonnent ensemble, c'est quelque chose bien sûr, de magique. mais bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais là, on est à l'aube de ça. On est à l'aube de ça. Et se dire que
voilà, mais c'est vraiment, c'est une vraie synchronicité. C'est-à-dire que là, la question que vous posez, Corinne, c'est vraiment là, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour se dire, il faut qu'on développe ça et qui est vraiment une vraie civilisation du cœur, quoi. Parce que même dans les accompagnements, parce qu'on a aussi, pour tous ceux qui êtes là, hein, il y a ceux qui ont besoin pour eux, mais il y a des accompagnants. Imaginons qu'on posait le focus en tant qu'accompagnant avec aussi l'énergie du cœur et le chant du cœur. De quelle manière, en fait, de quelle puissante manière on pourrait accompagner nos Tout à fait. patients si on part du principe qu'on peut se synchroniser aussi avec Mhm, le cœur au-delà de juste ici. mhm, bien sûr. Bon, Et on va employer un grand mot et qui n'est pas un gros mot, c'est le mot amour. là, il y a Fabrice, il y en a quelques-uns dans le chat qui sont fous quand ils vont entendre ce mot-là. C'est la puissance de l'amour. Alors, Marguerite voulait poser une question. Oui, attendez, je reprends. Marguerite, je t'ai pris la place, mais tu me connais et tu ne m'en veux pas. Marguerite demande, le cœur peut-il être un canal de communication? Bah Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. même sans parler, hein. Euh, oui, Nathalie dit, se replier, se relier au cœur parfois n'est pas simple, n'est pas si simple parfois. C'est sûr, ouais, bien sûr que c'est pas simple. Bien sûr, ça demande. C'est pas simple. Ça va activer un certain nombre de choses. D'abord, il faut le ressentir, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on nous a pas enseigné ça, on nous l'a pas appris, on nous a pas. Donc, c'est tout un travail de proprioception. C'est voilà. Encore une fois, on est dans un monde désincarné. Voilà. Et donc, c'est pas simple. C'est pas simple parce que techniquement, c'est pas toujours facile. Et puis, c'est pas simple parce que ça peut, voilà, nous amener dans des zones qui sont pas obligatoirement confortables. Mhm. C'est sûr. Ah, mais rien que de mettre la main sur son cœur, enfin, Tout à fait. Voilà. Rien que ce fait-là. juste ça, quoi, hein. Alors, il y a plein de commentaires. Jean-Pierre, je vais en lire quelques-uns. Marielle dit, je peux témoigner du phénomène précognitif de mon cœur. Inopinément, mon cœur s'est emballé à battre à tout rompre juste avant de me faire agresser, alors que rien ne pouvait laisser entrevoir cette agression. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement. Voilà. Ça, c'est un exemple caricatural. C'est un exemple caricatural. Je vais me permettre voilà, parce que quand Corinne m'a proposé, je me suis dit, il y a tout de même des choses qui sont importantes à dire. Est-ce que Cyril vous a parlé de la théorie polyvagale? Il n'en a pas parlé parce que ce n'était pas le sujet, mais on peut en parler parce que, il y a plein de choses qui tournent et qui ne sont pas très correctes, c'est sur ce qu'on entend sur Tout les à têtes. Donc, fait. allons-y. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans la réaction de stress, dans l'équilibre humain, on a deux systèmes nerveux. Je vais vous faire un peu de physiologie parce que c'est important pour bien comprendre comment ça fonctionne. Dans le système nerveux, on a un système nerveux qui va être un système relationnel, système nerveux central, et un système nerveux central, un système nerveux autonome, je veux dire. Ce système nerveux autonome, c'est quelque chose qui est passé en mode automatique, c'est-à-dire que là, mon cœur est en train de battre, je respire, ma vessie est en train de se remplir, tout ça, heureusement, c'est passé en mode automatique, je suis pas obligé de penser à tout ça. Et donc, on a deux systèmes qui sont le système nerveux sympathique, que les physiologistes appelaient le nerf de la guerre, classique, hein, voilà, c'est ce qui va être tout dans l'activité. Et puis, ce qu'on disait, un système nerveux parasympathique, qui est plutôt le système de la récupération. Moi, j'ai appris ça. J'ai appris ça. Et puis, en fait, j'étais très gêné, moi, en cardiologie, pour expliquer le malaise vagal, ce qu'on appelle le malaise vagal, c'est-à-dire un malaise lié au système parasympathique. J'étais gêné parce que je devais expliquer aux patients que faire du sport, c'était bien, pour le vague, mais en même temps, ils pouvaient faire une syncope à cause d'un trop grand fonctionnement de leur système vagal parasympathique. Et donc, ça me gênait beaucoup. Jusqu'au moment où, il y a une petite quinzaine d'années, un physiologiste, un psychiatre américain, pardon, un psychiatre américain qui s'appelle Stephen Porges a mis en évidence qu'il y avait deux systèmes vagaux. Il y a un système vagal très ancien qui est le système vagal dorsal, qui nous vient de la nuit des temps, qui est l'équivalent de ce qu'ont les animaux quand ils font le mort. Donc quand on a une circonstance extrêmement traumatisante, une menace de mort, eh ben parfois je peux faire le mort. Faire le mort, c'est un malaise vagal. Donc je vais me figer. Donc, système très ancien, vagal dorsal. Ça n'a rien à voir avec le dos et le ventre, c'est la localisation des noyaux au niveau du cerveau. Et puis, on a un système vagal ventral qui n'a jamais été étudié ou dont on n'a jamais parlé dans la physiologie
voilà, je n'ai jamais entendu parler de ça, qui est notre système de sécurité, de relations, en particulier tout ce que vous voyez, par exemple, sur mon visage, le son de ma voix, tout ça va agir sur le vague, c'est la sécurité. Et donc, c'est ça qui est extrêmement important. Et ça a des explications sont fondamentales dans nos réactions émotionnelles, c'est-à-dire que d'abord, ça explique beaucoup de choses. Est-ce que je peux avoir une réaction de stress qui va me figer ou une réaction qui va me conduire vers la fuite ou le combat? Si c'est la fuite ou le combat, je suis en système sympathique. Si je suis dans une réaction figée, je vais être dans l'activation de mon système parasympathique dorsal. Ici, dans cette rencontre, on est tous en sécurité, on est dans une activation du système parasympathique ventral. Voilà. Et donc, c'est important parce que regardez bien comment vous réagissez et comment nous réagissons tous. Événement brutal, c'est bizarre, je ne suis pas bien. Soit je fuis, je suis un fuyant ou je suis un combattant. C'est-à-dire, on m'agresse verbalement, je quitte la pièce en disant, ouais, bon, ça tout, je m'en vais, je fuis, je ne cherche même pas le combat, mais je ne cherche pas le combat surtout par peur. Hein. Voilà, c'est pas parce que je suis un grand sage. Ou alors, je suis un combattant et je vais envoyer une réponse qui peut être brutale. Ou alors, et ça c'est très intéressant, on me fait une réflexion désagréable, un peu stressante, et là, je vais me figer. Je n'ai plus de réponse. Je ne trouve plus mes mots. Je suis en énergie basse. Et là, ça veut dire qu'on a réactivé par cette stimulation, on a réactivé une situation infantile précoce, traumatisante. Et ça, c'est intéressant. Et vous voyez que ça, c'est simplement du battement cardiaque. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est intéressant avec le cœur, c'est-à-dire que quand je suis en réaction figée, je vais avoir une fréquence cardiaque qui va baisser et qui peut me conduire éventuellement jusqu'à un malaise vagal, voire une perte de connaissance, voire exceptionnellement la mort. Donc tout ça, c'est par le cœur. Quand je suis en combat ou en fuite, mon cœur s'accélère. Quand je suis en sécurité, comme maintenant, mon cœur n'est pas très rapide, bon, il peut s'accélérer un peu, mais surtout il est variable, extrêmement souple. Donc on est toujours dans cette réaction émotionnelle, dans l'intelligence cardiaque. Notre cœur s'adapte et il s'adapte avec tout ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça vient mettre le mot-clé flexibilité, Oui, autant pour notre cœur que pour nous. tout à fait, Sinon, on dit même dans le principe de la résilience, hein, celui tout à qui fait. s'adapte survit. Avec cette merveille de l'intelligence. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre extraordinaire, ce petit opuscule de Olivier Amand. Je Ah, conseille de lire Amand, Hamant. C'est HMANT. très intéressant pour les chefs d'entreprise sur la différence entre la performance et la robustesse. OK. Je le La- mets Olivia Amand. oui, Amand, D'accord. Hamant, avec, HAMANT. voilà, il a fait un petit opuscule là-dessus. C'est un biologiste et qui nous Olivier. montre qu'en fait, qui dit performance extrême dit très grande fragilité. C'est-à-dire, on a vu par exemple dans le Vendée Globe, si vous avez un bateau dont la coque est en carbone hyper performante de 3,5 mm ou 4 mm, eh bien, le premier iceberg, vous le prenez, le bateau casse. D'accord? Euh, Extrêmement performant, mais très fragile. Alors que la robustesse, l'être humain, le vivant est robuste. Et il cite un exemple, par exemple, il cite un exemple en disant l'être humain a une température à 37 degrés, 37,2. Si nous étions à 40 degrés, on aurait certaines enzymes qui seraient 1 million de fois plus actives. Donc, vous prenez n'importe quel chef d'entreprise, il se dit, si je peux augmenter ma rentabilité, ma performance par 1 million, j'augmente. Voilà. Mais en fait, on ne peut pas tenir à 40 degrés. On va être très performant, mais on ne tiendra pas. Et donc, c'est très intéressant de voir ça. Et moi, je prône ça, le fait d'avoir l'entreprise copiée sur le vivant. Alors, on a Véronique qui dit en quelques minutes, il me semble que l'on peut passer d'un état à l'autre, inertie, combat, puis fuite, par exemple. Cela signifierait-il que chaque état passe ensuite par le filtre du cerveau, du raisonnement, avec ou sans conscience de ce filtre? Il n'y a pas, il y a a priori pas de conscience du filtre. Mais ce qui est dit est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, en sachant que ce qui a été très peu étudié, c'est comment réussir à sortir d'un état de sidération psychologique.
Ça a été très peu étudié. Parce qu'on va être dans une situation traumatique et souvent, voilà, et très souvent, la seule façon de se sortir de cette situation-là, c'est une activation du corps. C'est-à-dire, si la personne le supporte, c'est le prendre dans les bras, faire un grand hug ou surtout ne pas rester immobile, mais aller marcher, faire quelque chose comme ça. On va pas être dans quelque chose qui va être de la haute psychologie, mais ça aussi, c'est une chose qui est phénoménale. Je dévie sur un tas de choses, mais bon, c'est comme ça. Ok, ok. Le cerveau, mon cerveau fonctionne comme ça. Sur l'intelligence de notre corps, il y a un psychologue anglais qui a bien montré ça, mais on le savait déjà avec d'autres recherches, sur le phénomène du comme si. C'est-à-dire que, en fait, avec les neurones miroirs, si je me comporte comme si, je vais devenir. Si je fais un grand sourire, quand je suis heureux, je souris. Mais si je souris, je vais devenir heureux. C'est pas la méthode Coué, mais c'est une réalité. Il y a une étude anglaise qui a montré une chose très intéressante. Vous prenez un groupe de sujets qui sont tout à fait comparables, sauf qu'il y en a la moitié qui est déprimée. Mais autrement, c'est autant d'hommes, autant de femmes, même taille, même poids, même tout. Le groupe déprimé, vous les faites marcher une demi-heure par jour pendant 6 mois avec un grand sourire, si possible, en balançant les bras. Ils marchent une demi-heure comme ça. Au bout de 6 mois, ils sont plus déprimés. Le groupe non déprimé, vous les faites marcher pendant une demi-heure par jour pendant 6 mois comme des déprimés, c'est-à-dire ils sont vraiment tout tristes et ils ont une petite démarche voilà, en baissant les épaules, tout ça. Bah, ce qui est dramatique, c'est qu'au bout de 6 mois, alors qu'ils n'étaient pas déprimés, ils vont devenir déprimés. Donc il suffit que mon corps se comporte comme si et je deviens cet état psychologique. D'où l'importance aussi de l'environnement dans lequel on est, Tout hein, à parce que fait, tout à fait. ça vient impacter. On a Nathalie qui demande, enfin, on en a déjà parlé un petit peu, mais quand vous parlez du cœur, quel lien faites-vous avec nos émotions ressenties? On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Euh, C'est-à-dire que voilà, le cœur, ça va être un des. Alors, on va réagir avec le cerveau, on va s'adapter avec le cerveau, mais on va aussi réagir avec le cœur. Donc, obligatoirement, on va avoir toutes les émotions, vont avoir un retentissement cardiaque. Toutes les émotions. Avec également en pendant de ça, et là on serait sur la cohérence cardiaque, avec en pendant de ça, c'est que la seule porte d'entrée sur notre monde émotionnel, c'est la respiration. alors, on va C'est. rebondir là-dessus. Ouais. Allez-y, je vous laisse continuer. Non, 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 allez-y, allez-y. On va Allez. rebondir là-dessus parce que je dis souvent à mes clients et puis mes apprenants qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se réguler et que le premier truc, à chaque fois, oh, je suis déclenchée ou alors j'ai un débordement émotionnel, qu'est-ce que je fais? Respire, mais ne respire pas n'importe comment. Donc, on Voilà, pourrait dévier un petit peu là-dessus. tout à Et puis, en fait. plus, ça va faire écho avec ce qu'on va voir avec Sylvain Laborde tout à l'heure sur la cohérence cardiaque. Ah bon, Alors, d'accord. C'est Sylvain Laborde qui vous. Ah, c'est super, super. Vous oui, allez voir. Sylvain Laborde va nous parler de variabilité de fréquence cardiaque, qui va Eh mettre ben, le focus sport-émotion, mais eh ben, on peut poser déjà un petit peu parce bien que sûr. vous, c'est Voilà. votre sujet de Alors, prédilection. oui, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque émotion va correspondre une respiration, et par notre respiration, on va pouvoir modifier. J'insiste pas sur les mécanismes, mais qui vont être des mécanismes. C'est pas uniquement de l'oxygénation, hein, c'est des mécanismes réflexes. Il y a un tas de réflexes qui vont agir là-dessus. Donc en fait, la clé, ça va être de déjà savoir de où on respire. Est-ce que je respire haut, rapidement? Ça veut dire que je suis un peu stressé. Est-ce que je respire moyen? Est-ce que je respire plutôt du ventre, calmement? Donc je suis plutôt cool. Et donc la première chose, ça va être de ralentir la respiration. Et on va essayer de descendre grosso modo à 6 cycles par minute, c'est-à-dire un temps inspire-expire qui soit grosso modo de 10 secondes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre chronomètre, hein, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, 6 cycles par minute. Ce qui est fondamental pour baisser votre monde émotionnel, stimuler votre système parasympathique ventral, donc pour vous mettre en sécurité, c'est de prolonger l'expiration. Et ça, c'est pas suffisamment dit. Il y a beaucoup de gens que vous verrez sur Internet vous dire on fait un temps inspire-expire identique. Non, 5-5. non, pas de 5-5. 5-5, vous allez stimuler à la fois le sympathique et le parasympathique. Donc, pour stimuler le parasympathique, prolongez l'expiration. Donc, vous faites 3-4 secondes d'inspire
6-7 secondes d'expire. Alors, si vous êtes attentif avec votre respiration, vous remarquez que automatiquement, quand on respire, on a toujours une micro-pause. On ne passe pas de inspire, expire, inspire, expire. On fait toujours, dans la vie de tous les jours, hein, inspire, micro-pause, expire, micro-pause, inspire, micro. On fait toujours un tout petit temps. On passe de l'un à l'autre, quoi. Voilà. Il y a toujours un temps de suspension. Donc, vous pouvez prolonger un tout petit peu ce temps de pause sans être dans une respiration carrée comme dans le yoga, hein, où tous les temps vont être identiques. Et donc, quand vous faites ça, eh ben vous allez, mais vous le sentez, jouk. C'est très intéressant, la prolongation de l'expiration. On est en train de travailler avec ce groupe d'amis pour faire un protocole du cœur, un protocole de civilisation du cœur. Et dans le protocole, il y avait une personne qui avait mis une respiration en 5-5. Et je leur ai dit, non, non, faites pas ça, faites du 3, 4, 6, 4-6. 7. Et là, ils m'ont envoyé tous un message hier soir. Et ils m'ont dit, on a essayé aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faites l'expérience. Immédiatement, vous allez vous sentir, je me pose. Voilà. Et puis, bon, alors on vous expliquera ça, Sylvain Laborde vous expliquera ça beaucoup mieux que moi et beaucoup plus en détail. Vous faites ça en entraînement 3 fois par jour, 5 minutes. Et puis, quand il y a une circonstance aiguë, là, vous en prenez un grand choc émotionnel dans la figure, ben, le gros avantage de la cohérence cardiaque, c'est que personne ne le voit, personne ne voit que vous utilisez l'outil. Donc, je peux en faire pendant que je vous parle. Là. Je peux en faire dans ma voiture, je peux en faire dans l'avion, je peux en faire dans le train, je peux en faire, voilà, je peux en faire tout le temps. C'est l'outil, ce que vient de dire Corinne. Voilà, on a tout à notre disposition. On l'a, donc c'est merveilleux. Et ça, c'est vraiment. Et on a beaucoup d'études. Alors, on en a dans le sport. Hein, Sylvain Laborde a beaucoup travaillé là-dessus, mais on en a aussi plein dans la santé, voilà, aussi bien santé physique que mentale. Alors, comment on explique, Jean-Pierre, enfin, franchement, quand on regarde les applications sur les réseaux, enfin, sur YouTube, des choses comme ça, c'est que du 5-5. Enfin, nous, on Mais, l'apprend à l'académie, 4-6 ou alors 3-7, puisque Sylvain travaille avec nous. Donc, ben, on apprend ça, mais sur les tutos, c'est toujours du 5-5. mais Et j'ai le droit de te dire une phrase de mon ami Cyril un peu simpliste. prouver. C'est c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on a le droit de raconter des conneries. Non, c'est très vulgaire, c'est très. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, il y en a un jour qui a dit ça, et en fait, c'est simplement montrer que la respiration, elle peut avoir différentes efficacités. C'est-à-dire que, effectivement, si vous faites du 3-7, on va le dire comme ça. Si vous faites du 3-7, vous allez vraiment stimuler votre système parasympathique. Et moi, quand je suis stressé, j'ai envie d'être calmé. Si au contraire, voilà, je suis complètement ramollo, et moi je le fais faire, hein, par exemple, après la sieste, je suis complètement ramollo, voilà, ou après le repas, et j'ai envie de me rebooster l'énergie, je vais faire l'inverse. Je vais faire une inspiration longue, une expiration courte. D'accord. Et là, l'énergie monte, je suis en activation sympathique. Si je fais du 5-5, je suis dans un état. Bon, voilà, c'est cool, c'est calme, mais j'active pas mon système parasympathique. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est physiologique. C'est-à-dire que, en fait, quand je suis, on est toujours physiologiquement le cœur moi, j'ai vu ça en chirurgie cardiaque. Si on me greffe un cœur, mon cœur va être à 110, 120. Il n'est pas innervé. Et donc, on a toujours, en fait, c'est comme une voiture qui aurait le pied sur le frein tout le temps. Et donc, mon système parasympathique me ralentit tout le temps le cœur. Et quand il va y avoir une émotion, la première chose, c'est pas mon cœur qui va s'accélérer par le système sympathique, c'est d'abord ce que j'appelle une levée du frein vagal. Et donc, en fait, l'entraînement de la cohérence cardiaque, c'est lever du frein vagal à l'inspiration, j'appuie, voilà, et donc je muscle mon système vagal comme ça. Sinon, je le muscle pas vraiment. Alors, on a, du coup, la cohérence cardiaque, c'est plutôt indiqué pourquoi? Bah, Nathalie, Jean-Pierre vient de répondre, Ben, suivant ce qu'on veut faire. selon ce qu'on veut faire, ça marche bien dans différents états. Ça va marcher dans le stress. Ça dépend ce que vous posez comme question. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un entraînement basique, mais vous pouvez très bien vous dire,
Par exemple, bah, voilà, je suis en train de divorcer ou j'ai une situation, voilà, je viens d'être mis au chômage, eh bien, je peux très bien faire associer cohérence cardiaque et méditation. Je fais venir à moi cette situation, je fais de la cohérence, comment je la vois maintenant? Je veux envoyer de l'amour à quelqu'un, hein, voilà, j'ai par exemple quelqu'un de imaginons quelqu'un dans ma famille qui est très malade, voilà. Je veux lui envoyer, voilà, de l'amour, un peu comme dans une méditation, style Matthieu Ricard, hein, voilà. Eh bien, je peux très bien faire de la cohérence cardiaque et lui envoyer ça ou l'envoyer au monde. On peut l'utiliser dans beaucoup de choses. Alors, c'est utilisé en cardiologie, vous allez par exemple sur le site de la Fédération française de cardiologie, on recommande ça. C'est utilisé dans les centres de réadaptation cardiaque, c'est utilisé dans les centres anticancéreux, c'est utilisé voilà, aussi bien pour des problèmes en prévention que également un peu en curatif. Et nous, on l'utilise aussi pour intégrer les ressources émotionnelles. Tout On à fait, connecte les ressources émotionnelles et on active la cohérence cardiaque. tout, tout à fait. Et là, on est vraiment sur cette notion de l'émotion qui va être. On sait par exemple que je rebondis hein, sur des choses qui peuvent paraître pas tout à fait logiques, mais quand on fait de l'activité physique en conscience, marcher en conscience, marcher c'est un bénéfice, la pleine conscience c'est un bénéfice, mais marcher en conscience, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. On va potentialiser et en particulier, on va améliorer tous les processus cognitifs et de mémorisation. Carole dit, merci pour votre intervention et pour tout ce que vous développez. Merci d'incarner cette ouverture de cœur et de l'amener dans le milieu médical, du management et de l'entreprise. Bravo et merci, vous êtes inspirant. Béatrice, Et expirant. Béatrice dit, lors de rétention longue comme la pratique de l'apnée, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau cardio? Ça, c'est C'est tout à fait juste. Alors, quand on va se mettre en apnée, effectivement, on va stimuler le système parasympathique. Et donc, on va avoir un ralentissement de la fréquence cardiaque. Moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière cardiologique. J'ai en particulier été référent médical pour une équipe cycliste. Et il y avait un petit jeune qui était très très bon et qui avait développé une méthode qui était toute simple, c'est-à-dire qu'il faisait de la cohérence cardiaque sans le dire et sans le savoir, mais on s'en est rendu compte. En fait, avant de monter une côte du côté de Metz, tout ça, dans notre coin, là, parfois ça monte et ça descend très fort. Et donc, il faisait de la cohérence cardiaque et il ralentissait sa fréquence cardiaque. Il se mettait en apnée pendant quelques secondes, ça baissait sa fréquence cardiaque. Et donc, le risque de ça, c'est que si vous ralentissez trop fort la fréquence cardiaque, ça peut être un déclencheur de troubles du rythme auriculaire. C'est-à-dire que, je vais vous donner une comparaison, une métaphore, c'est un petit peu comme si dans un orchestre, il y en avait un qui était tellement lent qu'il va y avoir un autre musicien qui va prendre le dessus et qui va se mettre à avoir une activité musicale alors qu'en fait c'était juste, il voulait simplement. Le fait que le cœur ralentisse peut faire émerger l'électricité d'un autre groupe cellulaire. Donc, on connaît bien ce risque en particulier ce qu'on appelle de fibrillation atriale chez les cyclistes ou les apnéistes. Alors, le temps tourne. On est sur la fin. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question et après, on va parler actualité. Et puis, je vous demanderai de nous donner votre mot dans le chat qui résume ce que vous ressentez après cette intervention. Si vous aviez un conseil clé à nous donner pour cultiver l'intelligence du cœur, qu'est-ce que ça serait? C'est une question vache, ça. Ouais, je sais. J'aime bien. Un ou plusieurs. Qu'est-ce qui vous vient? Ou peut-être, enfin, C'est, voilà, moi, je veux dire, la première chose, c'est de récupérer notre cœur, c'est-à-dire de récupérer notre corps. Or, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus désincarné et cérébral. C'est vraiment ça. Ensuite, pour votre santé mentale et physique, je dirais, remuez-vous les fesses. Ayez une activité physique. C'est vraiment fondamental. Heu et puis, c'est l'ouverture du cœur, quoi. Heu, c'est la question, c'est peut-être, de pas hésiter à se demander,
qu'est-ce que je suis venu faire, quoi? Pourquoi je suis là? Moi, je dis souvent aux chefs d'entreprise, on a tiré c'est merveilleux, on a tiré une fois le pompon sur le stand, voilà, sur lequel nous nous ont mis nos parents. On a tiré une fois le pompon de la vie, c'est absolument extraordinaire. Voilà, se dire, «Mais, qu'est-ce que je fais de ma vie?» et même si ça peut paraître morbide, ça l'est pas du tout. Lors de la dernière convention APM qui avait lieu à Nantes en 2023, il y avait un stand qui avait été monté comme ça par un groupe où il y avait un cercueil et donc les chefs d'entreprise pouvaient très bien aller se mettre dans le cercueil parce que c'est ce qui nous arrivera un jour et c'est une expérience que moi je fais faire parfois. Alors ça, c'est issu un peu de mon activité clown, c'est de dire aux gens, voilà: «Vous êtes mort, vraiment mort, hein, mort, 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 mais mort, mort, mort de chez mort. Donc vous prenez une feuille de papier parce qu'il vous reste encore un peu de force et vous allez rédiger votre éloge mortuaire. Qu'est-ce qui qu'est-ce voilà, qu'est-ce que je fais de ma Pour vie, quoi? l'éclairer. Mm. Ouais. Le sens de la vie, qu'est-ce que je fais? Un peu ce qu'on voit dans le ce qu'on voilà, dans l'ikigai. Voilà, pourquoi, l'utilité au monde. Voilà, ça fait beaucoup de choses, Mhm. hein. Ouais, bah, les gens sont là, ils savent qu'il y a du contenu. Merci Jean-Pierre Houp, un grand merci. Je vous invite à mettre dans le chat, allez, vous êtes 80 en ligne, à poser un mot. Quel est le mot qui vous inspire maintenant que vous avez participé à cet échange? Je vais vous les lire, Jean-Pierre. Ça commence à. Bah, vous voyez le chat, je crois, non? Je l'ai moi, Voilà. je le vois. Expirant, amour, tellement humain. Allez-y, lâchez-vous. De toute façon, on fera un nuage avec ces mots-là. Euh, on va trouver une solution pour refaire nos nuages Menti. Voilà, amour, science, cœur, humanité. Oula oup, il y a des. C'est pas Mmh. mal ça. Écoutez son Et intuition, sens et sens. j'en ai fait, hein. Moi, je vais avoir 75 ans, donc quand j'étais un petit garçon, je faisais du hula-hoop C'est vrai. hula Ouais, hoop, moi c'était aussi. très amusant. Moi aussi d'ailleurs. Quelles sont les actualités? Alors, avant de parler d'actualité, Jean-Pierre, j'ai noté les ressources. Vous avez écrit des livres. Dites-moi s'il y en a d'autres, hein. Moi, j'ai relevé le livre Prendre soin de son cœur, Oui, qui Le va cœur qui du bonheur. prendre soin de son cœur va être en réédition, il va ressortir et prendre soin de son D'accord. cœur et je suis en train de réfléchir à un livre sur le premier battement cardiaque, sur l'intelligence du cœur, premier battement cardiaque. Ah ben, Je réfléchis à alors, ça. Je vous réfléchis réfléchissez. oui, oui, mais il faut prendre le temps à ce que tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. On pourra. Alors, vous avez ici les liens sur Amazon des deux livres, Prendre soin de son cœur et Le cœur du bonheur. Euh, Forcément, on restera connecté, surtout si vous écrivez un nouveau livre. J'espère qu'il sortira. Et puis, au niveau actualité, quelles sont vos actualités? Est-ce qu'il y a des conférences qui vont venir ou alors est-ce que vous êtes en formation quelque part? Voilà. À l'heure C'est actuelle, il y a beaucoup de voyages parce que encore une fois, comme je suis expert APM, je fais environ 30 sessions en 2024, donc ça me fait voyager pas mal. J'ai pas d'actualité, majeure à l'heure actuelle. d'accord. Mais bon, Euh, le programme est bien rempli. Le programme est bien rempli. Alors, vous allez avoir tous les replays sur le campus. Si vous n'avez pas le lien du campus, demandez à Dounia, elle vous met le lien dans le chat. Vous aurez sur la partie de Jean-Pierre Houp, donc le replay, la présentation de Jean-Pierre Houp, les liens pour les livres et tous les autres liens qu'on a reçus si on a besoin de vous contacter. Et puis moi, je vous dis, Jean-Pierre, un grand merci pour votre Non, participation. c'est C'était c'est très riche. c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était le bon moment pour faire ça. J'ai très ému. Merci beaucoup. Et pour tous les autres qui nous regardaient, alors restez en ligne parce que forcément, juste après, dans à peu près 30 minutes, on continue le marathon. On va parler de variabilité de la fréquence cardiaque, sport, émotion avec Sylvain Laborde. Donc, vous pouvez prendre une petite pause. Nous, on va vous mettre de la musique, la petite slide qui va bien. Jean-Pierre, merci. À très bientôt. Merci à Et vous. puis, portez-vous bien. Bye bye Merci à vous tous. également. Portez-vous bien tous. Allez, au revoir. Au revoir, Jean-Pierre.